Selon l'ancienneté. Donc c'est par rapport à la détérioration des conditions de travail du social, entre autres des nouvelles lois par rapport à l'opposabilité. On a des gens en 66 qui se sont battus pour qu'on ait des conventions, des conditions de travail meilleures par rapport aux salariés. On est en train de nous enlever tout ça. Au niveau des financements, dans l'ensemble, c'est pareil, beaucoup moins de financement, voilà, des conditions de travail qui se détériorent partout. Et ça devient insupportable quoi, de plus en plus. Voilà. Attention. Par qui? Je connais. Regarde. Alors on est en grève aujourd'hui, on est des travailleurs sociaux, étudiants et professionnels et on se mobilise pour un petit peu fédérer les différentes luttes locales qui ont déjà lieu depuis quelques semaines, quelques mois sur plein de sujets différents, les conditions de travail premièrement, les conditions d'accompagnement et d'accueil des personnes qu'on accompagne globalement, les conditions d'études aussi pour nous les étudiants, notamment, je vais parler plutôt pour les étudiants, la réforme des diplômes qui est en cours, c'est-à-dire qu'ils veulent refonder les diplômes et du coup on perdrait un petit peu l'essence de chaque particularité, de chaque diplôme. Ils veulent un petit peu faire des troncs communs et des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. On demande aussi la reconnaissance à Bac+3 de nos diplômes qui sont validés par 3 années de formation. Par exemple, moi je suis en formation d'éducateur spécialisé, donc je fais 3 années d'études et je suis reconnu seulement à Bac+2. Et donc on demande cette reconnaissance et la rétroactivité de la reconnaissance pour tous les professionnels déjà diplômés. On demande aussi en tant que professionnel la sauvegarde et l'amélioration de nos conventions collectives qui risquent d'être grandement remises en cause avec les 2 lois travail successives qui sont passées, puisqu'elles donnent la priorité aux accords d'entreprise sur les accords de branche. Donc on a 2 conventions collectives qui nous donnent plus de droits, qui améliorent nos conditions de travail et qu'on souhaite défendre et même par-delà qu'on souhaite améliorer également. Et concernant toutes les politiques qui sont menées qui font rentrer les logiques d'entreprise dans le travail social, c'est des choses qui durcissent l'accompagnement. On a des foyers d'enfance par exemple qui sont surchargés et qu'on essaye de faire tourner parce que les foyers d'enfance fonctionnent avec des prix de journée, c'est-à-dire qu'un enfant dans les foyers de l'enfance par exemple, le financement est fait par des prix de journée, c'est-à-dire qu'on a 20 enfants, le prix de journée est fixé par exemple à 200 €, donc on reçoit 200 € par jour et par enfant pour faire fonctionner la structure. Donc ça c'est des choses qui font rentrer des logiques de rentabilité et de marchandisation dans le travail social et que nous on refuse. On voudrait revenir à la dotation globale qu'il y avait avant, c'est-à-dire que la structure reçoit une dotation globale pour son fonctionnement et pas en fonction du nombre de personnes qu'elle accueille. Et puis pour des structures à taille humaine, parce que là on a des centres d'hébergement par exemple qui accueillent plusieurs dizaines de personnes, plusieurs centaines de personnes parfois. Et les travailleurs sociaux se retrouvent avec énormément de personnes accompagnées et la qualité est complètement mise à mal, la qualité et l'efficacité de notre accompagnement. On se focalise sur de l'administratif et on n'est plus du tout dans le lien social, dans ce qui fonde les valeurs de nos métiers. Et certaines déjà aujourd'hui, on espère que
écoutez, je travaille sur une section polyhandicapée dans un IME. On nous a enlevé 60 000 € de budget cette année. On interdit les enfants de prendre des vacances pour avoir plus de prix de journée. Et à côté de ça, on nous demande d'accueillir encore plus d'enfants avec moins de moyens. Donc voilà, ça commence à bien faire, on a ras-le-bol et les éduques, je pense qu'on est blindés de travail et on ne nous aide pas forcément à bien accueillir les enfants qu'on accueille au quotidien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour manifester. Voilà. Vous pouvez montrer votre belle affiche? lutte. Ça marche, en tout cas, merci beaucoup. On présente les papillons blancs des rives de Seine. Donc en fait, les MEX, c'est des maisons d'enfants à caractère social qui accueillent des enfants qui sont placés dans le cadre de la protection de l'enfance. Et le département du Loiret met en place un nouveau dispositif qui à terme ferme les hébergements pour les enfants qui sont en grande difficulté. Pour mettre du placement à domicile, c'est-à-dire que les enfants sont placés chez eux avec intervention d'éducateurs à domicile, mais la plupart ne peuvent pas répondre à ce dispositif. Et du coup, les enfants vont se retrouver en difficulté dans leur famille sans pouvoir avoir de solution de repli et être mis à l'abri et protégés des carences ou des violences qu'ils peuvent subir à domicile. Donc voilà. On va la prendre tous ensemble. C'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. C'est dans la gueule et dans l'action. C'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. C'est dans la gueule ou dans l'action. Il faut pour les travailleurs sociaux, de l'argent, il en faut pour les travailleurs sociaux, de l'argent, il en faut pour les travailleurs sociaux, de l'argent, il en faut pour les travailleurs sociaux, de l'argent, il en faut pour les travailleurs sociaux, de l'argent, il en faut pour les travailleurs sociaux, de l'argent, il en faut pour les travailleurs sociaux, de l'argent, il en faut pour les travailleurs sociaux, de l'argent, il en faut pour les travailleurs sociaux.
Je suis Renaud Girard, je suis éducateur à la sauvegarde de Seine-Saint-Denis. Si je manifeste aujourd'hui, c'est pour défendre la protection de l'enfance qui est attaquée en ce moment et menacée. En France, on ne protège plus les enfants en danger. La protection de l'enfance a besoin de moyens financiers pour ces enfants qui sont à protéger. C'est pour ça que là, je suis là aujourd'hui pour défendre aussi une qualité de travail qui est de moins en moins prégnante, et c'est important que ces enfants qui sont à protéger, les professionnels qui les accompagnent aient les moyens d'exercer leur travail dans des bonnes conditions. C'est pour ça que c'est important qu'on manifeste aujourd'hui, mais ce n'est que le début d'un combat. Écoutez, moi je travaille en Seine-Saint-Denis dans un service public de proximité qui est en grosse difficulté du fait de l'absence d'hébergement pour les familles en précarité et les familles sans logement. Donc je suis là pour défendre leurs droits fondamentaux, tels que le droit au logement. Justement, quelle est la situation ? La situation est que le 115 répond après 2 heures d'attente, le plus souvent, sans pouvoir donner de solution pour les familles précaires. Donc des familles dorment dehors, dorment dans les commissariats, dorment aux urgences.
avec effectivement des enfants jeunes, des enfants qui sont scolarisés, qui auront aussi des chances amoindries. Voilà, donc on est là pour défendre l'équité, défendre l'égalité des enfants sur ce territoire et pour faire en sorte qu'ils aient un avenir meilleur. Et quels sont les moyens justement dont vous avez besoin pour ça? Les moyens, nous avons besoin de plus de logements, nous avons besoin, parce que la question de l'hébergement est de fait liée à l'absence de logement, parce que des familles qui sont prêtes au relogement ne peuvent pas accéder à des logements et stagnent en solution d'hébergement alors qu'elles n'ont plus les profils. Donc effectivement, on a besoin du coup de construction de logements, on a besoin que l'État réquisitionne des logements vacants également. Donc voilà, nos attentes sont très clairement à ce niveau-là. Merci. Non, je suis pas trouvée. Ah ouais, D'accord. On est là pour défendre les conventions qui nous protègent peu déjà, la convention 66, convention 61, et pour représenter les travailleurs sociaux de toute la France afin de pouvoir défendre nos droits, de pouvoir augmenter nos droits, sachant qu'on est dans des conditions de plus en plus difficiles, précarisation de plus en plus importante de l'ensemble de la société, que ce soit au niveau des gens plus âgés, des plus jeunes, etc. Et nous, on constate directement un lien entre la prise en charge de l'aide sociale à l'enfance par rapport au public que nous on accueille, qui sont des publics adultes, et qui très très souvent viennent de l'aide sociale à l'enfance. Donc je ne dis pas que l'aide sociale à l'enfance ne fait pas un bon boulot, mais je pense qu'il y a un problème de moyens, et qu'on ne peut pas assurer une bonne protection sociale à tout le monde, une égalité des droits et des chances pour tout le monde, si jamais on n'a pas un parcours total et complet pour l'ensemble des personnes qu'on suit. Ça va être de la protection de l'enfance au CHRS, en passant pour les usagers de drogue, en passant par tous les champs qu'on peut toucher, c'est-à-dire l'ensemble de la population, sachant que tout le monde peut être un jour touché par la précarité et par une situation sociale dégradée, et avoir besoin de travailleurs sociaux, d'assistantes sociales, d'éducateurs spécialisés, d'éducatrices de jeunes enfants, etc. Et on voit qu'il y a de plus en plus de défiance vis-à-vis de nous et c'est de plus en plus compliqué de travailler. Voilà. J'espère que ça ira. C'est cool. Merci. Vous avez raison. On applaudit s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot sur les raisons de votre présence ici? Moi non. Mademoiselle, vos revendications grosso modo? Moi je considère que le travail social c'est pas une marchandise et qu'on n'a pas à nous exploiter. Directeur général de l'économie sociale. C'est un choc, c'est un leader des entrepreneurs du social. C'est un qui veut passer notre secteur. Il fait partie de ses patrons.
pas faire de trous. Alors je suis une jeune de l'ASE. Ils m'ont supprimé mon contrat pour faute de moyens alors qu'il y a de l'argent dans les caisses de l'État. Et je vais me retrouver à la rue d'ici un mois, donc je vais manifester pour que ça change, pour que ce qui m'est arrivé n'arrive pas à d'autres jeunes. Voilà. Il y a un épuisement du travail social parce qu'effectivement il y a une surcharge de travail toujours importante. Et puis au niveau de la façon dont on reçoit les gens, on a de moins en moins de temps pour les écouter. On nous demande de gérer alors que nous c'est plutôt de l'accompagnement des gens en difficulté et on est submergé par le travail. Donc effectivement on ne peut plus remplir nos missions. Et c'est pour ça qu'on voudrait effectivement le dire et pour que les autorités l'entendent et nous permettent de travailler correctement parce que vraiment ça rejoint le travail hospitalier, ça rejoint une surcharge de travail et une non-reconnaissance de nos particularités. Voilà. Avec l'informatisation, le fichage, l'information partagée à tout prix. Je vais casser vos diplômes, je vais casser votre sens critique, je vais casser vos moyens d'apprentissage. Par la case des stages. Le père Macron, c'est dégueulasse. Le père Macron, c'est dégueulasse. Le père Macron, c'est dégueulasse. Le père Macron. Monsieur Macron, pour les travailleurs sociaux, de l'argent, il en faut. Pour les travailleurs sociaux, de l'argent, il en faut. Pour les travailleurs sociaux. Tu vois le Père Noël pour les travailleurs sociaux? Il me casse tout. Avec mon masque, comment t'en parles? Je fais des cadeaux aux travailleurs sociaux. Je méprise leurs conditions de travail. Je les mets en concurrence. Je les sous-paye. Je casse les conventions de travail. Les étudiants répondent.
Ok, si on marche aujourd'hui, c'est pour défendre les métiers du social, parce qu'ils sont menacés de plusieurs manières. Alors sur le terrain, on note qu'il y a moins d'argent, il y a de plus en plus de dispositifs qui nous empêchent de vraiment travailler avec l'humain des personnes, et de plus en plus des choses administratives qui servent pas toujours à quelque chose. Mais je dirais qu'il y a quand même deux principales attaques contre nos métiers. Il y a d'abord le problème de l'unification des diplômes, qui va réunir tous les diplômes il y en a 14 actuellement, mais il n'y en aura plus que 5, et ça pour nous, c'est une perte de richesse du travail social, parce qu'on a besoin de plusieurs qualifications pour travailler auprès des personnes qui sont en difficulté, en souffrance. Et la deuxième grosse attaque, c'est l'introduction de la spéculation, de la finance spéculative dans les métiers du social, parce que l'État et les collectivités territoriales ne peuvent plus donner l'argent dans le social parce qu'il y a une décision politique qui décide de le faire. Donc pour trouver de l'argent, les collectivités territoriales vont devoir passer des contrats à impact sociaux, c'est-à-dire avec des fonds de pension pour avoir de l'argent, et une fois qu'ils auront utilisé cet argent, la collectivité territoriale devra rembourser avec des intérêts l'argent qui lui aura été prêté. Et ça pour nous, c'est un énorme problème, non seulement de qualité du travail, de conditions de travail, mais surtout de démocratie, parce que c'est plus l'élu ou l'ensemble du travail social qui décide de comment il travaille, ce sera celui qui donne de l'argent, donc la finance spéculative. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. J'espère que c'est clair pour les gens qui connaissent pas. Alors du coup on est là aujourd'hui parce qu'actuellement notre secteur de travail, c'est-à-dire le travail social et le travail médico-social, dans un sens plus large, est en train de subir les casses de la politique de Macron. On est en train de privatiser notre secteur, là où avant c'était l'argent public qui servait aux autres, enfin qui servait aux gens, aux personnes qu'on accompagnait. Aujourd'hui on va faire appel à des investisseurs, on va faire appel à des grandes entreprises, et d'ores et déjà c'est ce qui se passe dans les grandes écoles du travail social. On est déjà en galère de stage pour les étudiants, maintenant c'est plus des anciens éducateurs, c'est plus des anciens travailleurs sociaux qui gèrent ces établissements, c'est des managers. On est en train de privatiser le travail social de A à Z, et c'est intolérable dans ce pays. Dans ce pays dans lequel, je rappelle quand même, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Sur le fronton de nos mairies, on le voit où? On le voit même plus dans nos secteurs de travail, on est censé être auprès de l'autre. Et on comprend plus, voilà. Fut un temps. des enfants, le travail social en général, qui est soumis à des lois de marchandisation. Voilà, on veut se faire de l'argent sur le dos des enfants. Ça a commencé dans le département 40, comment il s'appelle votre département, chérie? 49, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Tout le monde souffre. Voilà, c'est la précarisation du travail social. Donc quand on travaille mal, on accompagne mal. Et les enfants pour lesquels on travaille sont en danger. Et ils le sont d'autant plus parfois par nos actions. Même, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Justement, qu'est-ce que vous concrètement, qu'est-ce qu'on veut comme moyen? Il nous faut plus de personnel, plus de temps. Il nous faut la possibilité de penser, faire de la prévention, plutôt que de construire des centres éducatifs renforcés ou des centres éducatifs fermés, de travailler sur la répression et l'incarcération des mineurs adolescents. Travailler sur la prévention précoce, par exemple, c'est une piste. Merci beaucoup. De rien. Justement, qu'est-ce qui lui arrive au petit bébé au-dessus de vous? Il est maltraité. Et il n'y a pas de place, il va rester chez lui. Il va rester chez lui, il a faim, il n'a pas de chaussettes, là, il a froid. Et puis accessoirement, accessoirement il se prend des coups.
Et puis il n'y a pas assez d'argent pour le placer, alors on va créer des commandos de travailleurs sociaux pour éviter le drame du placement, pour reprendre les termes de M. Itier. Voilà. Tu diras quoi que c'est toi? Tu diras que c'est l'autre. Oui, il y a des pattes là. Ah, mais c'est l'Algérie, moi j'ai le droit de j'ai reconnu ta voix dans le micro. On est moniteur éducateur. On a organisé une marche en courant juillet pour faire le trajet Angers-Paris afin de pouvoir communiquer aux assises de la protection de l'enfance. On fait des pauses ou pas? Sinon, nous, ce qui nous fait venir dans la rue, c'est la question des appels à projets dans notre métier, dans notre secteur. Le conseil départemental du Maine-et-Loire a organisé un appel à projet qui a mis en concurrence toutes les associations du secteur.
qui étaient pourtant habilités. Et du coup, ils ont été retenus sur des critères un petit peu financiers ou un petit peu de projet. Mais en tous les cas, ça a laissé la porte ouverte à des opérateurs très gros qui peuvent pratiquer des tarifs de journée défiant toute concurrence. Et donc du coup, nous ce qu'on déplore là, c'est vraiment la casse de nos associations et puis aussi éthiquement un peu défendre les valeurs qu'on défend dans notre travail, hein, c'est-à-dire le respect de l'individu, réfléchir au projet des enfants et puis chercher aussi à construire des outils de travail qui soient des lieux d'accueil et non pas des endroits où on va faire venir les enfants un petit peu sans les prendre en considération. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous auriez besoin comme moyen? Là aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est pouvoir communiquer encore davantage, et notamment au niveau national, hein, parce que dans le Maine-et-Loire, on était 2000 à manifester, 2000 éducateurs ou les professions à côté de nous, hein, que ce soit le soin, que ce soit les familles d'accueil, enfin un peu tous les tissus qui s'occupent des enfants aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance, qui elle aussi se fait démanteler dans les départements. Et du coup, c'était l'objectif, c'est de pouvoir élargir le mouvement. C'est aussi pour ça qu'on est venu à Paris aujourd'hui, et aussi parler en AG, là, comme l'AG qui va y avoir tout à l'heure, pour pouvoir élargir le mouvement à tout le territoire. Mademoiselle, une petite conclusion? Pardon? Une conclusion? Pour nous, Angers, c'est un peu plié puisque les associations, il va y avoir beaucoup de licenciements. Après, on vient ici, encore une fois, pour qu'il y ait un embrasement au niveau national. Il faut que chaque département, chaque salarié se rapproche de son voisin, des établissements pour qu'il y ait une convergence des luttes. Voilà. Parce que ce qui se passe à Angers, c'est passé et malheureusement, ça va se reproduire sur les autres départements également. Répression, oui à la prévention, non à la 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 répression. Donc là, on fait référence au ministère de la Santé et des Affaires sociales, qui est notamment notre ministère de tutelle. On a demandé de manière unitaire à être reçu aujourd'hui par la ministre Buzyn et elle ne vous a même pas répondu. Voilà, c'est ça aussi aujourd'hui le gouvernement Macron, c'est de faire la sourde oreille aux mobilisations, c'est de faire comme s'il n'y avait rien dans la rue, sauf qu'on doit construire progressivement un mouvement de fond, un mouvement de masse, un mouvement qui doit être gagnant. Aujourd'hui on est 1000. 1000 c'est vraiment pas mal, en sachant qu'on se mobilise à la base. Il y a un mois, on était 300 en Assemblée Générale et on se disait putain c'est déjà pas mal. Aujourd'hui on est 3 fois plus nombreux. Tout à l'heure à 17h30, à République, on doit blinder l'AG. C'est pas une AG de gauche, une AG de lutte, une AG de la base, une AG où on s'auto-organise, une AG où on va construire un mouvement pour gagner. On va montrer qu'on peut converger entre le public et le privé, entre salariés et étudiants. C'est comme ça qu'on s'organise, c'est comme ça qu'on lutte. Et c'est comme ça notre démocratie. La démocratie, elle est ici, elle est à la base. Ça se passe pas en haut, ça se passe ici. Donc là, il y a le Père Noël. Il y a le Père Macron qui est encore là, qui veut encore nous faire des cadeaux de merde. Et bonjour encore mes chers plaignants, mes chères plaignantes. Je vous demande encore d'être rentable. Je vous demande d'augmenter vos cadences de travail. Je vais chiffrer vos résultats. Je vais limiter votre temps de travail. Je vais supprimer vos effectifs. Mais comme je sais que vous êtes consciencieux, je compte sur vous pour donner toujours plus et le meilleur de vous-même. Donc voici en cadeau de Noël le burn-out et le suicide.
ménagères feignantes. Vous me coûtez cher. Vos salaires sont trop élevés. Je vous offre une convention de travail unique. Et je vais livrer toutes les autres par le bas. Fini les congés trimestriels. Fini les salaires à l'ancienneté. Je vais casser vos conventions. Principalement des étudiants, c'est chouette. Il en faut, il faut que vous diffusiez un peu tous ces messages pour lutter contre l'austérité. Nous, clairement, Angers, voilà, on la prend de plein fouet. C'est une remise à plat. Je suis au max. On va essayer. Du coup, vous dire, ouais, sur Angers, on vit l'austérité, la mise en concurrence de plein fond. C'est l'ensemble du dispositif de la protection de l'enfance qui a été remis à plat. Donc on se retrouve effectivement avec des appels à projets où de nouveaux opérateurs débarquent sans convention collective, avec du travail social à bas coût, avec une déqualification nette des emplois sur notre secteur, qui fait qu'aujourd'hui c'est quand même 400 salariés qui sont menacés de chômage d'ici 1 à 2 ans, tout simplement parce qu'ils sont trop qualifiés, qui vont coûter trop cher. Donc voilà, surtout ne lâchez pas, il faut aujourd'hui qu'on arrive réellement à mettre en place cette convergence de lutte pour qu'on arrive à se regrouper tous ensemble, faire comprendre effectivement que le travail social n'a pas de valeur marchande et qu'aujourd'hui il faut se battre pour investir pour ces jeunes qui sont l'avenir de demain. Voilà. Qui sont également en première ligne des social impact board, des entrepreneurs du social. On va passer la parole à un camarade qui est en face de lui, un patron. Ce patron, c'est Christophe Itier. J'avoue. Tu m'as payé de manger, donc je recommande, son patron, c'est Christophe Itier, quand même. Alors, erreur, c'était mon patron. Depuis qu'il est au commissaire, c'est plus mon patron. Donc je vais vous parler un petit peu de ce personnage. J'ai essayé. Alors je vais vous parler un petit peu de ce personnage. Bon, on a été confrontés pendant 6 années, puisqu'il a réussi, à travers un audit, à préconiser qu'il fallait l'embaucher. Donc il a fait un audit d'abord par un cabinet international, c'était un auditeur. Et il s'est fait embaucher. Voilà, ça a coûté 150 000 francs pour en fin de compte se dire c'est moi qu'il faut pour l'association. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Comme tout le monde, il a restructuré, il a mis en place des pôles, donc il a segmenté les activités, il a fait la concentration, il a absorbé, plusieurs absorptions. Bon, il n'a rien inventé, hein, tout le monde le fait. Mais ce qu'il a fait, c'est que pendant 2 ans, parce qu'il a été président du MOVE, des entrepreneurs du social, il a popularisé les obligations à impact social. Et ces obligations à impact social, elles sont là, elles arrivent, puisque le premier fonds d'investissement qui vient d'être fait s'appelle Hémisphère, pardon, je n'ai pas pu me manger, s'appelle Hémisphère, et l'opérateur d'Hémisphère, c'est Anoma. Donc 10 000 places en hébergement d'urgence, financées par un fonds d'intervention, un fonds d'investissement, pardon, qui veut faire 4 à 5% de bonus sur son investissement. Première chose, donc ce fonds d'investissement, il faut savoir qu'il a racheté les Formule 1, 67 Formule 1,
un accord, au groupe Accor, et en contrepartie, le groupe Accor est devenu actionnaire du fonds d'investissement. Qui est rentré dans le groupe Accor? Quelle annonce on a fait ce matin? Sarkozy est rentré dans le groupe Accor. Deuxième chose, on a appris qu'il y avait, parmi ceux qui ont gagné l'appel d'offres à Angers, il y a un groupe qui s'appelle G4S, et c'est un groupe qui finance, qui a fait un partenariat avec le SOS Village d'Enfants, et c'est un groupe qui possède, il y a 600 000 salariés, qui est dans le monde entier, et qui fait de la sécurité principalement, et il gère les prisons, et il est en partenariat avec SOS Village d'Enfants. Vous voyez, donc derrière en fait ces associations, qui sont de grosses associations, je rappelle que Village d'Enfants, c'est 110, ils sont présents dans 110 pays, il y a des fonds d'investissement derrière, il y a des multinationales derrière. Ça arrive, c'est maintenant, et c'est pour ça qu'il faut se battre le plus rapidement possible, il faut développer la mobilisation, ce n'est que le début, et demain vous allez apprendre que les fonds d'investissement sont partout, hein, et mon patron a été celui qui a popularisé ça, avec M. Polero, qui est groupe SOS, mais aussi un conseiller de Macron. Ils sont tous les deux conseillers de Macron. C'était ceux qui ont fait le programme de l'économie sociale et solidaire. Donc le business act social, c'est ça, c'est les multinationales derrière, les fonds d'investissement avec le retour sur investissement, du fric sur le social qui veulent le faire. Voilà, donc il est temps de leur dire stop, le social n'est pas à vendre. Est-ce qu'un étudiant veut prendre la parole? Vous parlez de personnes accompagnées! Je voulais juste dire un mot, là, on a discuté. On parle beaucoup de nos conditions de travail, etc. Alors c'est bien, on est d'accord avec ça, mais on ne parle pas assez des personnes qu'on accompagne. On ne parle pas assez des personnes en situation de handicap. On ne parle pas assez des usagers. On est au centre de notre mobilisation. Justement, si tu veux parler des jeunes et des moins jeunes qu'on accompagne, oui, j'imagine que vous avez tous vécu ça. Je suis en train d'accompagner une jeune fille qui a 9 ans, si je dis pas de bêtises, 9 ans. Et vu protection de l'enfance, lui il n'y peut rien, il obéit. Il n'y a plus de place, il n'y a plus d'argent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va la renvoyer, fin de mesure, forcément en accompagnement. Cette petite fille a subi l'inceste de son beau-père. C'est rien, c'est pas grave, le danger est passé, nous a-t-il répondu le juge. Sur le département sur lequel j'officie, c'est le 91. Deux établissements qui accueillent des enfants en difficulté familiale ont fermé parce qu'il n'y avait plus de financement du département. Et aujourd'hui, on a une liste d'attente sur la MEX où je suis de 2 ans. 2 ans. Alors vous imaginez bien qu'un jeune qui est placé pour un accompagnement de 6 mois et qui attend qu'il soit placé, eh ben, il n'aura jamais son placement. Donc il pourra continuer à se faire, excusez-moi du terme, reculé par beau papa, ou frappé ou humilié par son père parce qu'il pisse au lit, ou tabassé par sa mère parce qu'elle a pris une dernière ligne de coke qu'il ne fallait pas, ou tabassé par son père parce qu'il a caché les bouteilles de whisky que son père était en train de s'enfiler pour aller mieux. C'est ça la réalité, c'est ça. Je vis à Corbeil-Essonnes. Corbeil-Essonnes, c'est l'agglomération de Débris. C'est plus de 200 000 habitants. Un IME. Un IME. On accompagne des gens qui nous disent que ça va mal tous les jours. Chez nous, on a Dassault, super, comme monsieur Dassault, il a créé une fondation pour les personnes qui ont perdu leur autonomie à cause de la vieillesse. La vieillesse, on en parle très peu, c'est un marché énorme, tout est confié au privé. Et les employés de Dassault font grève en ce moment. Vous voyez ça aux infos? Non. Et les vieux là-bas, eh ben, ils sont accompagnés par seulement 2 salariés
de salariés. C'est la réalité de nous tous les jours dans nos associations. Je vous souhaite bien du courage, là, les futurs étudiants. Il y en a plein comme moi qui se battent, comme vous qui se battent. Et beaucoup de travailleurs sociaux qui abandonnent. Aujourd'hui, le burn-out que Mme Buzyn refuse de reconnaître comme une maladie professionnelle. Le burn-out touche un travailleur, mais tous les jours, il y en a qui démissionnent, ou qui se font tabasser, ou qui tabassent un gosse parce qu'ils n'en peuvent plus. Voilà, ça c'est la réalité, il ne faudrait pas qu'on oublie. Merci. Pour continuer à parler un petit peu des personnes qu'on accompagne, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises à mal, les contrats jeunes majeurs notamment. Pour donner un exemple un peu concret, dans les MEX, donc les contrats jeunes majeurs dans les MEX par exemple, on a aujourd'hui dans la MEX où je suis en stage, des enfants qui ont bénéficié de contrats jeunes majeurs 3 ou 6 mois. Aujourd'hui c'est des enfants, par exemple une qui ressasse un truc, c'est qu'elle a peur de se retrouver dans la rue. Il y a un moment où quand on fait de la protection de l'enfance, on ne peut pas se permettre d'avoir des enfants qui ont peur de se retrouver dans la rue. Parce que malheureusement c'est une réalité, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais parmi les personnes qui vivent dans la rue aujourd'hui, il y a un énorme pourcentage d'entrées qui sont passées par l'aide sociale à l'enfance. Et ça c'est quelque chose qui est inadmissible, on n'est pas là pour ça. Et c'est un travail qui n'est pas fait. Donc il y a un moment, est-ce qu'on essaie de protéger des enfants ou est-ce qu'on reproduit une maltraitance sur eux? C'est une question qui se pose et pour l'instant on n'a absolument pas les moyens d'éviter de reproduire la maltraitance. Il y a aussi toutes les personnes qui vivent dans la rue, dans des bidonvilles, les mineurs isolés qui portent leur nom, qui sont isolés, qui subissent des pressions. Les camps sont expulsés. À Nantes, il y a quelques jours, il y a un collectif de personnes qui a réquisitionné l'ancienne école des Beaux-Arts, qui était vide, qui appartient à la mairie et qui ne sert plus à rien. Ils ont réquisitionné ce bâtiment, ils ont logé des mineurs isolés. Ils ont été expulsés hier soir par les C'est une obligation de l'État de prendre en charge et de protéger les mineurs isolés. Et voilà ce que répond l'État aujourd'hui. Et on envoie les CRS. Donc il y a eu de la violence, on a vu quelques photos de vidéos. Pour finir, on a une camarade à l'école qui travaille dans une association qui intervient dans la rue auprès des personnes des quartiers, auprès des personnes des hôtels sociaux et dans les bidonvilles. Il n'y a pas longtemps, il y a un camp qui a été expulsé. Donc à la lumière de ce qui a été raconté précédemment, ça va prendre un peu plus de sens. Le relogement de ces personnes était assuré par Adoma. Donc ces personnes se sont vues assigner des places dans des hôtels. Donc on passera sur la pertinence de la place du lieu où les hôtels ont été choisis, parfois à l'autre bout du département alors que les enfants étaient scolarisés. Et il y a certains de ces hôtels dans lesquels on a donné des places à des gens qui étaient fermés. Voilà, des hôtels qui n'existent plus, on donne des places à des gens dans des hôtels qui n'existent plus. C'est absolument honteux. L'État ne prend aucune responsabilité, l'État se donne des responsabilités, s'est donné par le passé des responsabilités à la suite de mouvements sociaux et après la guerre. Et aujourd'hui l'État assume de moins en moins ses responsabilités. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est important de replacer les personnes qu'on accompagne au centre de tout ça. Et voilà, on continue dans la lutte. On va avoir un petit éclairage aussi sur ce qui se passe chez nos voisins en Belgique. Voilà, donc c'est aussi important de voir ce qui se passe, que les attaques ne sont pas que chez nous. Et puis on terminera avec une camarade du Loiret pour aller vers la suite de la manifestation. Le mois dernier, nous avons assisté à une grève de 22 jours dans un établissement belge à côté de Tournai qui s'appelle l'Elysée, ça ne s'invente pas. Ils accueillent 55 autistes. Leur particularité, ils sont français.
ils sont français. Parce que pendant qu'on ferme les structures en France, il y a 7000 enfants, adolescents, autistes, adultes, handicapés qui sont placés en Belgique dans tous les établissements et non aux frontières. D'où viennent ces enfants? Pas que du Nord. Ils viennent du Nord, ils viennent de Paris, ils viennent du Rhône, ils viennent de Marseille. Et comment sont gérés ces établissements? Ces établissements sont gérés dans le cadre d'un partenariat direct franco-belge avec le directeur de l'association, qui est quelqu'un de très sympathique. Très sympathique, pourquoi? Parce qu'il sait comment se faire du beurre, comme les autres. Pour 56 enfants, il a créé d'abord une société civile immobilière qui facture 800 000 € par an le logement des enfants. 800 000 €. Deuxième chose, il est aussi propriétaire d'une société privée de services. Alors il fait la restauration, la blanchisserie et il la facture de la même manière en Belgique à l'association. Et puis, il y a les activités des enfants, donc il a créé une troisième structure privée qu'il gère aussi et qu'il vend la prestation à lui-même puisqu'il est directeur de l'association. Cet exemple est très important puisque le conflit social a été un conflit social à la fois contre le licenciement de 19 éducateurs belges, mais aussi sur les conflits, sur la défense des droits et des droits des jeunes Français qui sont pris en charge de façon différente que les jeunes autistes belges, avec moins de contrôle, avec une absence quasi complète de contrôle de la part de l'État belge et pas du tout de contrôle de la part de l'État français. Alors, nous menons actuellement une campagne conjointe des deux côtés de la frontière, parce que dans le Nord, on supprime 700 à 800 postes dans le Nord, et dans le même temps, on exporte les handicapés, et je ne parle pas des personnes âgées, nous ne connaissons pas encore le nombre de personnes âgées placées en Belgique. Ce combat, il faut le continuer. Nous rencontrons nos amis belges le 4 décembre, et on vous tiendra informé de la suite. Moi je suis du Loiret. Alors aujourd'hui la politique du Loiret c'est la fermeture des MEX pour le remplacer par du placement à domicile. Sachant que 60% des enfants qui sont en MEX ne relèvent pas de ce placement, que le dispositif des MEX sur le Loiret est saturé, qu'il y a des mesures qui ne sont pas mises en place faute de place. Dans les établissements pour adultes handicapés, c'est des listes d'attente de plusieurs années. Il y a plus de contrats jeunes majeurs depuis 3 ans, sans parler des mineurs isolés qui se retrouvent à 16 ans, complètement isolés, simplement à l'hôtel sans suivi éducatif, sans accompagnement dans leur démarche. Ce sont des associations qui doivent prendre le relais, mais les bénévoles ne sont pas là pour ça. Donc voilà, la lutte est aussi dans chacun de nos départements à faire en sorte que le gouvernement, que les gens puissent savoir aussi ce qui se passe. Et comme le disait tout à l'heure un camarade, il faut aussi faire part et faire participer tous les usagers et les parents d'enfants qui sont dans les établissements handicapés, dans le handicap, dans le médico-social, parce que bientôt, ça sera aussi de la privatisation de ces établissements, c'est ce qui profile à l'horizon. Donc bon courage à tous et bon combat à tous. On va se tirer la manip parce qu'elle n'est pas terminée. On va remonter vers les invalides et on va se diriger pas très loin du ministère du Travail, qui est aussi là où ça se passe, la classe des conventions collectives et la classe du code du travail. Allez, c'est parti. Ouais.